Mr. Turner, please go ahead. Well, hello, good morning to everyone and welcome to the... Bonjour et bienvenue à la réunion de la Commission Sécurité et Défense. Je suis ravi de vous accueillir tous ensemble. J'aimerais remercier le secrétariat de l'Assemblée parlementaire qui a mis en place cette transition incroyable dans ces temps si difficiles. Je suis passionné par la mesure dans laquelle, en tant que membre, nous avons pu nous adapter à ces nouvelles technologies, qui n'est pas du tout une adaptation facile, mais une fois que nous sommes tous dedans, tout le monde a pu participer au processus de délibération. Il suffit de rentrer ses identifiants et son mot de passe et on peut rejoindre la réunion. Donc, c'est parfait. Donc, sur ce, la réunion de la commission est ouverte. Aujourd'hui, nous allons étudier 2 des projets de rapport de la commission, car les 2 autres ont été présentés à la réunion du 16 juillet. Nous allons tout faire pour limiter la réunion à 2 heures. Vous aurez remarqué que nous allons d'abord avoir un rapport sur la modernisation des forces armées russes et ensuite un deuxième rapport sur les défis majeurs pour le maintien de la paix et de la sécurité dans les Balkans occidentaux. Il y aura des questions après la présentation par les rapporteurs. Si vous voulez demander la parole, merci de cliquer sur demande de parole et on vous rajoutera un à la liste. Si vous avez des problèmes techniques, merci d'utiliser la boîte de chat avec l'opérateur qui est en haut à droite de votre écran. Et notre coordinatrice, Jaylee, sera là pour vous aider. Il y a aussi un numéro spécial que vous pouvez composer qui est tout en haut de la case du chat. Et cela vous permettra de parler à Jaylee qui pourra essayer de vous aider. Tous les documents pertinents, que ce soit l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour ou les projets de rapport, sont disponibles en cliquant sur le bouton « Documents » à droite de l'écran. Merci aussi de prendre note du fait que la réunion sera enregistrée pour la communication de l'Assemblée. Merci de contacter le directeur de la commission si vous avez la moindre préoccupation. Vous voulez être exempté de cet enregistrement. Cette réunion sera officielle et un communiqué de presse sera publié par la suite. Nous allons donc passer au premier point de l'ordre du jour, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que la commission peut adopter l'ordre du jour? Avez-vous des propositions de modification? Voulez-vous parler de l'ordre du jour? Si vous n'avez ni objection ni remarque concernant l'ordre du jour, nous allons estimer que l'ordre du jour est retenu. Effectivement, il est donc adopté. J'aimerais maintenant demander au sénateur Cédric de présenter son projet de rapport sur la modernisation des forces armées russes, source de défis pour les membres de l'OTAN. Et M. Perrin, à vous la parole. Cédric. Mesdames, Messieurs les membres de la délégation, mes chers collègues, je tiens d'abord à vous remercier pour votre participation à cette réunion. C'est un grand plaisir pour moi, évidemment, de me retrouver parmi vous afin de présenter le projet d'étude de la Commission de la Défense et de la Sécurité sur la modernisation des forces armées russes et les défis qu'elle pose aux membres de l'OTAN. Même si nous sommes toujours contraints de tenir nos réunions par visioconférence, malheureusement, je suis certain de pouvoir avancer sur ce projet de rapport qui porte sur un sujet qui non seulement se trouve au cœur du travail de notre alliance, mais qui revêt également une grande importance pour les sociétés euro-atlantiques que nous représentons. Alors que la plupart d'entre nous avions le regard tourné vers l'évolution fulgurante de la pandémie de la Covid en avril 2020, la Russie a lancé un missile anti-satellite dans l'espace. En juillet, le système satellitaire russe Cosmos a lancé un projectile en orbite. Ce même système a manœuvré près d'un satellite américain en début d'année. Le développement d'armes anti-satellites est une violation manifeste du traité international sur l'espace extra-atmosphérique qui contraint ses signataires, y compris la Russie, à limiter l'exploration de l'espace à des fins purement pacifiques. Le traité n'interdit pas la légitime défense et c'est sans doute sur cette ambiguïté que s'appuie l'argumentaire russe. Faute de dialogue, l'action spatiale de la Russie paraît menacer non seulement les activités civiles des alliés dans l'espace, mais aussi, par extension, leurs intérêts sécuritaires. Elle démontre également, à nouveau, la propension russe à tordre les normes et le droit international à son avantage et sa volonté de remettre en cause l'ordre sécuritaire international. Cette utilisation des nouvelles technologies en matière d'armement, en violation des normes internationales, s'inscrit dans une longue liste d'actions récentes russes, non seulement à travers une politique de la corde raide vis-à-vis des forces des pays membres de l'OTAN, mais aussi dans la rhétorique de ses dirigeants et dans le langage de ses doctrines militaires visant à menacer les alliés
et a affirmé les prétentions de Moscou de créer une alternative au système international établi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et renforcé après la fin de la guerre froide. Cette stratégie, notamment sur le développement d'un armement moderne, qui peut être perçu et souvent brandi comme une menace dans le contexte d'une politique étrangère russe de plus en plus agressive. C'est en raison du développement de missiles à portée intermédiaire par la Russie, en violation du traité FNI, que les États-Unis ont décidé en février 2019 de se retirer pour 6 mois de cet important pilier de la maîtrise d'armes internationales. De même, l'attitude de la Russie, qui depuis longtemps détourne et applique de façon sélective le traité ciel ouvert, qui a amené les États-Unis à annoncer leur intention de s'en retirer. Comme il est souligné dans ce rapport, la Russie a rigoureusement modernisé ses forces armées au cours de la dernière décennie. D'une part en termes de technologie et d'autre part à travers une restructuration permettant la flexibilisation de son organisation, y compris les structures de commandement et de contrôle. Cette course à la modernisation, qui s'est accélérée au cours des dernières années, est faite au détriment d'autres investissements potentiels dont le gouvernement russe aurait pu faire bénéficier le secteur public. La modernisation militaire est donc posée en priorité des politiques russes afin de tenter d'atteindre la parité avec les forces de l'OTAN. En 2018, le président Poutine a dévoilé un éventail d'armes présentées comme invincibles qui seraient capables de contourner les défenses antimissiles de l'Alliance. Ces systèmes d'armes comprennent un système à propulsion et à armement nucléaire de portée limitée, un missile de croisière hypersonique intercontinental, un missile balistique à lanceur aérien et un drone aquatique à propulsion et à tête nucléaire. Parmi ces systèmes figure par exemple le planeur supersonique manœuvrable Avant-Garde pouvant atteindre une vitesse de Mach 20. Outre la modernisation de son arsenal, les forces nucléaires stratégiques où la mise au point de missiles balistiques intercontinentaux est priorisée. La Russie a largement investi dans ses capacités aérospatiales et navales, par exemple avec le développement d'un avion chasseur furtif RR de 5e génération et des sous-marins rapides et furtifs. Mobilité accrue, furtivité, vitesse et munitions puissantes et précises ont fait que l'armée russe d'aujourd'hui est bien loin de celle qu'elle était il y a plus de 10 ans. Ces projets de modernisation sont le résultat d'une révision plus large de la stratégie nationale de sécurité et de la doctrine militaire russe. Documents qui perçoivent les capacités technologiques de l'OTAN comme une menace existentielle. Ces documents font référence à un environnement sécuritaire dans lequel la Russie serait confrontée à 2 grandes catégories de menaces extérieures. D'une part, le progrès des technologies militaires et d'autre part, les moyens non militaires à caractère politique, économique et informationnel. Pour les dirigeants du pays, c'est l'OTAN et notamment les États-Unis qui sont à l'origine de l'instabilité globale et des risques concrets auxquels la Russie fait face. Pour la Russie, la réponse à ces menaces prend la forme d'une approche pan-gouvernementale et pan-sociétale de la sécurité qui rassemble les pouvoirs militaires, économiques et informationnels en renforçant la résilience de la société russe. Les différents projets de modernisation, compris dans son programme national d'armement, constituent donc une partie de cette nouvelle approche. Au cours des dernières années, la Russie a démontré qu'elle était prête à violer le droit international et à utiliser la stratégie de la corde raide. Ce mépris pour les normes internationales, soutenu par de nouvelles technologies et des structures de forces modernisées, pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité internationale, voire la sécurité des alliés et de leurs partenaires. En fait, ces effets sont déjà visibles sur le terrain. Les théâtres de conflits en Ukraine et en Syrie ont servi de laboratoire à la Russie pour valider le succès de ses efforts de modernisation militaire. En Syrie, par exemple, elle a pu tester une série de nouveaux matériels, y compris des systèmes de missiles à lanceurs aériens, terrestres et navals, et des structures de commandement et de contrôle. De plus, elle exerce une influence importante dans d'autres conflits internationaux, comme en Libye ou au Soudan, par le biais d'entreprises militaires privées, y compris le groupe Wagner, en partie contrôlé par le gouvernement. La modernisation des forces armées russes présente ainsi un risque réel pour l'OTAN et pour les alliés. La posture de défense et de dissuasion de l'Alliance est basée sur ses capacités nucléaires et conventionnelles,
et la défense antimissile. Mais les nouveaux moyens russes ont pour but de contrer ces capacités. Ceci est la raison pour laquelle le défi russe devrait pouvoir pousser les dirigeants de l'Alliance à surmonter leurs divergences politiques afin d'honorer leurs engagements pris en 2014, d'investir au moins 2% de leur PIB nationaux dans la défense, contribuant ainsi à la résilience globale de l'OTAN et de même consacrer 20% au moins de ces montants à l'investissement qui contribuera largement à améliorer la mobilité de l'OTAN, son interopérabilité et sa puissance de feu. La poursuite des innovations et des investissements dans le secteur de la défense contribuera également à maintenir l'avance technologique otanienne sur ses concurrents stratégiques. Enfin, nous devons tous nous pencher sur ce qu'il est possible de faire de notre côté afin de mobiliser tous les niveaux de pouvoir face aux tentatives répétées d'ingérence dans nos affaires intérieures, que ce soit à travers des campagnes de désinformation, l'endiguement de la corruption ou bien la pression économique. Nous devons nous rappeler l'esprit de l'article 3 du traité de Washington qui stipule que tous les alliés agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront la capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée. C'est en nous préparant tous à la complexité de l'environnement sécuritaire moderne et en collaborant étroitement que nous pouvons contribuer à la sécurité de toute l'Alliance. Face à l'objectif de la Russie visant à briser le consensus entre les alliés sur l'avenir de la sécurité euro-atlantique, nous devons donc œuvrer pour garder intacte l'alliance politico-militaire la plus forte et la plus efficace de l'histoire. Voilà. J'en ai terminé et je souhaiterais, Monsieur le Président, évidemment remercier Ethan Corbin qui a une fois de plus fait un travail remarquable. Je vous remercie. Thank you, Cedric. Merci beaucoup Cédric et merci pour cet exposé. C'est un excellent rapport qui vient à un point nommé pendant une période particulièrement difficile. Nous allons désormais écouter les commentaires. Ethan et Stéphane vont coordonner cette période et vont vous demander de prendre la parole. Étant donné l'aspect technologique, nous allons écouter tous les commentaires à la fois, l'un après l'autre, et ensuite redonner la parole à Cédric pour y répondre. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à Ethan, qui va coordonner cette partie d'un point de vue technologique pour demander aux intervenants de prendre la parole et ensuite je donnerai la parole moi-même à Cédric. Oui, merci beaucoup. Alors, nous avons d'abord Chris Peters, un membre du Parlement européen et un membre de la coalition des parlementaires européens. Oui, bonjour Monsieur le Président et aussi félicitations à notre collègue pour cet excellent rapport qui me semble d'excellente facture. J'aurais un seul commentaire, une préoccupation en quelque sorte. Le rapport n'évoque pas quelque chose. Je l'ai lu très soigneusement, mais le rapport ne parle pas des menaces hybrides. Pourquoi ces menaces hybrides ne sont-elles pas évoquées dans le rapport? Car c'est un aspect très important. Alors peut-être est-ce parce que déjà en octobre 2018, nous avons eu un rapport sur les menaces hybrides, un point de situation en quelque sorte, mais il est malgré tout important, je pense, de faire le point sur cet aspect et donc de faire référence au moins au rapport de 2018 sur les menaces hybrides, sinon d'évoquer le fait qu'il y a aussi des défis et des menaces hybrides venant de la Russie. On va prendre toutes les questions en même temps. The next questioner. La question suivante sera de Alex Shelbrook, le chef de la délégation britannique. Oui, bonjour, j'ai quelques questions que je voudrais poser. Et peut-être aussi quelques remarques quelque peu controversées. On parle des capacités de missiles russes. Savons-nous comment nous sommes ciblés, par exemple? Pouvons-nous supposer qu'en toute guerre chaude, entre guillemets, ils élimineraient les infrastructures, par exemple, de transport qui seraient ciblées? Et ainsi, cela nécessite-t-il que l'OTAN
fasse une réévaluation globale de sa stratégie. C'est une question très pertinente actuellement au Royaume-Uni, puisqu'il y a eu une rumeur allant dans ce sens, et l'Assemblée parlementaire devrait pouvoir y réfléchir. Ce qui nous mène aussi à une autre question, qui est ce que peut faire l'OTAN pour agir contre cette menace de missiles. Je ne pense pas que l'on puisse... enfin, on peut peut-être commencer par la menace hybride et ensuite, en fonction de l'appui, voir si nous pouvons évaluer si la Russie est prête à déployer ses capacités missiles au Bélarus, donc en Biélorussie, puisque cela pourrait en fait dévoiler ce qu'ils peuvent utiliser. Et je pense que ces points devraient être pris en compte. Est-ce que vous pourriez souligner que l'ensemble... Enfin, vous avez tout à fait raison de souligner que tous les alliés doivent avancer vers les 2%. Mais qu'en est-il du Fonds de défense européen, puisque certains alliés voudront citer leur contribution au Fonds de défense européen en tant qu'investissement vers les 2%. Cependant, ce fonds ne contribue pas aux capacités de l'OTAN, notamment puisqu'il y a une forte séparation et, étant donné son activité actuelle. Donc l'Assemblée parlementaire doit prendre cela en compte, puisque cela va sans doute soulever des questions à l'avenir. Question suivante. Merci beaucoup, Monsieur Schelbrook. La question suivante vient d'Ahmed Yildiz de la Turquie. Non, Rick Larsen, en fait, je pense. En fait, je pense que c'est Rick Larsen qui est le suivant. Il y a un petit délai. Le voilà. Bonjour Ethan. Monsieur le Président, bonjour. Bonsoir plutôt de ma ville natale, de ma circonscription. J'espère qu'un jour, nous pourrons organiser une réunion dans ma ville. Tout d'abord, merci au rapporteur, merci Cédric. Ces temps-ci, nous avons réellement besoin de ce type de rapport, de ce type de sujet, sur toutes sortes de sujets, mais en particulier sur la nature de l'activité de la menace russe. Hier, j'ai assisté à une réunion de la commission politique et j'ai évoqué un certain nombre de critiques concernant les liens entre l'OTAN et l'UE. Je ne vais pas les évoquer une fois de plus ici et maintenant. Cependant, l'essentiel de cette critique reste entière. L'intervention russe notamment en Ukraine, et son activité en Syrie dure depuis 5 ans. En Ukraine, en tout cas, depuis 5-6 ans, au moins, et depuis 5 ans en Syrie. Et donc, cela nous a laissé suffisamment de temps pour tirer des conclusions. Le rapport concerne la modernisation de l'armement, bien sûr, de l'arsenal russe et de leurs objectifs stratégiques et de leur approche. Cependant, il doit aussi parler de ce que les alliés peuvent faire pour contrer la Russie, que ce soit à travers une course aux armements ou à travers un renforcement de la cohérence politique entre alliés.
Et c'est très bien qu'il le fait. Et donc j'espère que notre rapporteur aura l'occasion d'obtenir des informations, soit du secrétaire général, soit du Conseil, à ce sujet. Si les alliés le font, si l'exécutif le fait, puisque c'est peut-être quelque chose qui doit être répété si nous estimons que la Russie entame le chemin vers une ingérence dans la sphère d'influence soviétique et pourrait se livrer au même type d'ingérence ailleurs. Mais du point de vue turc, et notamment par rapport à mon avis propre, en tant que diplomate de longue date, nous n'avons toujours pas suffisamment d'informations pour tirer des conclusions pour nous orienter à l'avenir. Et par rapport à la lutte contre la menace russe et les tentatives d'élargissement russe, il y a de plus en plus de discrimination entre alliés, de plus en plus de différends. Donc, nous pouvons certes lutter contre la Russie par des moyens militaires, mais si les alliés ne sont pas unis, il n'y a pas de cohérence entre les alliés, comme cela a été le cas il y a plusieurs décennies, cela ne suffira pas. Voici mon commentaire et je suis d'accord avec le cœur du rapport, mais à l'avenir, en fonction bien sûr des évolutions, la délégation turque pourrait éventuellement faire un certain nombre de propositions, de phrases, en fonction bien sûr de l'évolution des choses. Merci encore à Cédric et à M. Turner et à l'ensemble de l'Assemblée. Merci à vous. Maintenant, Lara Martino du Portugal qui a une question. Vous avez la parole. Tout d'abord, félicitations Cédric pour cet excellent rapport, très intéressant, qui donne un survol des investissements russes dans le secteur militaire. Je crois qu'il serait utile de voir de quelle manière cette nouvelle dynamique affecte les investissements qui seront consentis par la Russie dans le secteur militaire. Donc à l'avenir, il serait intéressant de rajouter la manière dont la pandémie pourrait affecter ces investissements. J'ai également été très intéressé de voir que l'une des préoccupations des Russes vis-à-vis de l'Occident porte sur la guerre hybride. C'est intéressant. Hier, je lisais quelque chose du New York Times qui disait que Facebook et Twitter font l'objet d'une nouvelle campagne d'information des agences russes. Donc ces menaces existent à divers niveaux et je tiens à remercier de nouveau Cédric pour ce rapport et pour les informations qu'il véhicule. Merci beaucoup. Voilà, c'est la dernière question que j'ai pour l'instant. On va demander peut-être les réponses maintenant. Cédric. Moi, plusieurs réponses. D'abord, merci pour vos questions et puis pour vos remarques et vos mots à l'endroit du rapport. D'abord, à Chris Pillers qui nous parle des menaces hybrides. Peut-être, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement rajouter dans le cadre d'une section sur le rapport qu'on peut évidemment approfondir. Il a été déjà évoqué, évidemment, vous l'avez dit, en 2018. Nous avons, dans un certain nombre de points du rapport, évoqué les menaces hybrides qui étaient mises en œuvre par la Russie, notamment dans les empoisonnements, entre autres, et quelques autres mesures qui sont mises en œuvre de manière très discrète, mais malheureusement efficace. On a tous, évidemment, à l'idée un certain nombre de sujets, donc on pourra évidemment essayer de rajouter quelque chose de ce point de vue-là, ce n'est pas un problème. Il y avait une question d'Alex pour
la Grande-Bretagne au sujet du ciblage. J'ai pas d'éléments sur cette question. Ce que je pense, c'est que nous sommes plus ou moins tous ciblés, je l'imagine en tout cas. Mais nous avions à faire un rapport sur la modernisation des forces armées russes. Et donc la question du ciblage n'était pas, en tout cas de prime abord, prise en considération dans ce rapport. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas évoqué, mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être faire l'objet d'une réflexion de notre commission ultérieurement, mais ça, le président pourra peut-être l'évoquer. Concernant le Fonds européen de défense, vous savez tous très bien que, en tout cas, le Sénat français, la commission de la défense du Sénat français à laquelle j'appartiens s'était prononcée pour que le Fonds européen de défense ne soit pas diminué comme il l'a été, puisqu'il était prévu à environ 13 milliards d'euros et il a été divisé par 2. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce qu'effectivement, moderniser notre capacité industrielle militaire nécessite évidemment des investissements importants, notamment en matière de recherche et développement. Et je pense que de ce point de vue-là, cette décision européenne est, en tout cas pour ce qui me concerne, assez regrettable et je l'ai écrit déjà à plusieurs reprises. Concernant la question de notre ami Yildiz de Turquie, qui ne prête pas forcément à une réponse particulière, je crois que c'était des remarques qu'il voulait faire et qui nécessiteront peut-être un certain nombre de rajouts, en tout cas de demandes de rajouts de la part de la Turquie, je pense, d'ici Athènes. Les questions concernaient, je me permets de prendre quelques secondes parce que je relis, je me souviens plus. Oui, l'intervention de la Turquie, de la Russie, pardon, en Ukraine et en Syrie ces dernières années, ça a été évidemment, et on l'a dit dans le rapport, en quelque sorte un laboratoire pour nos voisins russes pour mettre en œuvre les réformes militaires, pour mettre à l'épreuve en tout cas les réformes militaires qu'ils ont mises en œuvre ces dernières années. Donc c'était quelque chose qui leur a permis de se rendre compte peut-être des évolutions encore à mettre en œuvre, mais ça leur a permis aussi surtout malheureusement de tester un certain nombre de matériels, j'allais dire à grandeur réelle et à l'échelle. Donc c'est un vrai sujet. Voilà, mais je pense que nos amis turcs auront l'occasion sans doute d'apporter quelques remarques dans le cadre du vote du rapport qui se fera à Athènes. Et puis Lara Martino, donc pour le Portugal, merci aussi pour les questions. La question concernait la crise notamment du Covid, à savoir si elle allait intervenir ou en tout cas impacter la nouvelle dynamique affectée budgétairement à la Russie. Je pense que comme dans tous les pays, malheureusement, la crise qui nous touche va forcément à un moment ou à un autre impacter significativement les budgets. Et ça dire que le budget russe sera affecté, je ne le sais pas. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'entre le budget qui est annoncé par la Russie, qui serait consacré à la défense, et le budget réel qui y est consacré, qu'on évalue plutôt autour des 200 millions d'euros, que 55. Il y a évidemment des sacrifices qui sont faits dans beaucoup d'autres domaines. On l'a largement évoqué dans le rapport. Évidemment, les efforts qui sont faits pour la défense le sont au détriment d'autres politiques publiques, d'éducation ou autres, évidemment, et c'est quelque chose de clair. Et je pense que dans le rapport, on en a parlé avec Ethan encore hier, je pense qu'il ne serait pas inutile qu'on arrive à évaluer en tout cas quelles sont les politiques qui sont publiques russes, qui sont sacrifiées, j'allais dire, pour que l'effort militaire, l'effort d'investissement en matière militaire soit aussi important, puisque quand on a un pays qui a le PIB à peu près équivalent à celui d'un pays comme la Belgique, il est parfois étonnant de constater les investissements massifs qui ont été réalisés ces dernières années en matière de modernisation de l'arsenal militaire. Donc je pense qu'il ne serait pas inutile, et on va en discuter avec Ethan, que l'on rajoute peut-être une petite section sur l'effort qui est fait en la matière. Mais vous avez totalement raison. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est en capacité de prévoir l'avenir, mais les événements, notamment ceux du Covid, auront forcément un impact sur, je l'imagine en tout cas, les investissements militaires. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je pense peut-être que le président Turner qui nous écoute aura des choses à ajouter. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Et puis, merci pour la confiance, Monsieur le Président, que vous m'avez faite pour ce rapport. Et j'espère que les prochaines fois, nous aurons l'occasion de nous rencontrer de visu sans avoir à le faire par visioconférence. Merci beaucoup et merci vraiment à Ethan pour le travail qu'il a réalisé. Monsieur le Président,
Monsieur Perrin, nous avons encore 2 petites questions si vous avez le temps de répondre. Cela ne vous dérange pas? Oui, merci. On va demander donc à tous ceux qui voudraient encore poser des questions de le dire tout de suite et ensuite on clôturera cette partie de la séance. Nous finissons avec Good Coupe. Et puis Ethan va donc demander aux gens de prendre la parole. Merci Cédric d'accepter de répondre à d'autres questions. Par contre, d'abord de Turquie, qui vous pose une question. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais dire bonjour d'Ankara au président Turner, à Ethan et Stéphane et au rapporteur Cédric. C'est un rapport très important pour notre région, pour l'Alliance. C'est vraiment un moment charnière, en fait, pour traiter ces questions-là. Je me voulais parler de la Libye. Nous savons qu'à présent, c'est un point de conflit important. Et nous voyons l'implication militaire des Russes en Libye. En même temps, nous voyons des activités de la part de différentes forces qui œuvrent avec les militaires russes à l'intérieur de la Libye. Alors, pour ce qui est du flanc sud de l'OTAN, la sécurité de l'OTAN, comment évalue-t-on l'implication de la Russie en Libye et que pouvons-nous faire pour améliorer la coopération entre les pays membres de l'OTAN pour formuler une politique conjointe vis-à-vis de l'intervention russe en Libye? Merci beaucoup. Merci à vous, M. Concard. La prochaine question vient de John Simkis des États-Unis. Je suis ravi de voir tout le monde et de pouvoir participer à cette réunion. Je voudrais parler du paragraphe 54. Vous avez bien raison de parler des technologies anti-satellites. Les États-Unis ont réagi en créant la force spatiale. Donc, il est important de mettre cela en lumière. Pas pour le rapport, peut-être, mais pour ce qui est de l'Assemblée parlementaire, dans les réunions à venir, quelle sera la réponse de l'Alliance à ce que les États-Unis perçoivent comme la larcénisation de l'espace? On parle du traité 67, on n'en parle pas assez. Nous n'estimons pas que la Russie respecte les traités, en tout cas, donc c'est un cas surprenant. C'est plutôt pour fixer un peu le décor pour les discussions à venir au sein de l'Alliance sur la meilleure réponse à avoir à l'arsenisation de l'espace. Merci beaucoup à tous. Merci pour la question au représentant Shinkis. Dernière question maintenant de la Turquie, Öykü Takirosa. Vous avez la parole, M. Kakirosa. Bonjour. Bonjour de la Turquie. Je tiens à remercier le sénateur Perrin pour ce très bon rapport. J'ai 2 questions, 2 brèves questions. Dans ce rapport, dans la partie C, où on parle des armes invincibles de la Russie, vous parlez des nouveaux missiles qui peuvent venir à bout de n'importe quelle défense antimissile. Et j'ai une question. L'Alliance est-elle prête à riposter à cette menace avec nos radars à terre, avec nos missiles et radars maritimes, ou est-ce qu'il faut moderniser tout de suite nos systèmes? Dans quel délai doit-on agir, en fait? Je suis très préoccupé par ces armes invincibles.
et en fait ce que la Russie prétend être des armes très très puissantes. Et j'ai une deuxième question. À la Russie, on parle beaucoup de sanctions, mais est-ce que les sanctions fonctionnent? Est-ce que l'OTAN ou l'Union européenne remporte quelques réussites? Évidemment, on n'est pas à l'Union européenne, mais est-ce que le monde occidental connaît des réussites par le biais des sanctions? Est-ce que ça fonctionne? Quand je regarde le rapport, notamment en lisant la première partie du rapport, j'ai le sentiment que quoi qu'on fasse, la Russie arrive à moderniser son secteur militaire dans toute la mesure de ses souhaits. Est-ce que donc le régime des sanctions est efficace vis-à-vis de la Russie? Et encore merci beaucoup pour ce rapport excellent et merci à M. Turner. Cédric. Une grande partie d'entre elles, en tout cas je l'analyse comme ça, ont plutôt vocation peut-être à faire l'objet d'une réponse par le président Turner, notamment sur la Libye, puisqu'elle implique évidemment un positionnement de l'OTAN et quelles pourraient être en tout cas les actions de l'OTAN. J'ai mon point de vue très personnel, mais je pense que peut-être le président pourrait apporter quelques réponses sur le sujet qui m'est posé par notre ami M. Shimkus des USA, la perception en tout cas de la militarisation de l'espace, c'est un peu la même chose. Je crois qu'on a été très clair sur le fait que c'était quelque chose qui était évidemment complètement illégal, mais nos amis russes, malheureusement, utilisent sans doute peut-être le sujet de la légitime défense pour légitimer leur action en la matière, mais peut-être que le président Turner a des éléments qui pourraient être ceux de Washington et qui pourraient peut-être nous éclairer sur la question. Quant au fait que l'Alliance est-elle prête à riposter à des armes invincibles, ce n'est pas nous qui l'écrivons invincibles. Hein, ce sont des propos que nous avons repris du président Poutine. Donc je ne suis pas en mesure d'y répondre personnellement. Mais peut-être le président Turner peut-il nous apporter quelques éclaircissements de son point de vue depuis Washington. Je me permets de poser la question à mon tour. Merci beaucoup, merci pour son travail sur le rapport. Et merci aussi d'avoir réagi aux remarques d'aujourd'hui. J'en tiens compte en avançant vers le rapport définitif. Si quelqu'un a d'autres remarques qui n'ont pas encore été exprimées à la réunion, à partir de maintenant jusqu'à la réunion annuelle, fournissez-les à Ethan pour que lui puisse les mettre au débat et les incorporer éventuellement au rapport. J'enchaîne sur la demande de Cédric d'intervenir. Comme l'a dit notre collègue Shimkus, la force spatiale est très importante. C'est une occasion pour l'Alliance de pouvoir influencer les choses. Un aspect de la force spatiale qu'on a vu récemment, c'est l'engagement par le général Rayman, qui est directeur de la force spatiale, de déclassifier un grand nombre d'informations sur ce que font nos adversaires dans l'espace. Informations qu'on avait sur les tests, par exemple, russes antimissiles, auraient pu être gardées de manière classifiée, parce que souvent, on s'inquiète sur le fait de dévoiler des techniques et des moyens avec des informations classifiées. Mais dans le cadre de la force spatiale, les États-Unis se sont engagés à fournir un éclairage sur les opérations de l'espace de l'adversaire. Il faut voir ce qu'on vient de faire pour protéger nos moyens dans l'espace et de voir quelles sont les interventions que l'on doit faire et que l'on doit faire. And with Space Force's focus, we're going to have a greater understanding of the operations of. Je pense qu'on pourrait donc mieux comprendre les opérations de la Chine et de la Russie et ce que fait la Russie aujourd'hui, comme prévu il y a 5 ans, nous permettrait de savoir quel sera l'avenir de l'arsenalisation de l'espace. Concernant ce qu'a dit Poutine sur les super armes invincibles, oui, je suis très préoccupé, évidemment. Et quant au déploiement de ces armes, si on conjugue cela avec l'autre militaire de la Russie, l'on parle des armes nucléaires pour une escalade vers la désescalade, si je puis dire. Nous, du côté occidental,
ne voyons pas ces armes comme une désescalade. Avec ces armes additionnelles, la politique additionnelle, on voit que la Russie s'avance vers une politique de premier recours, d'usage en premier, ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait davantage de moyens de défense antimissile. For these new weapons, their first strike capability. If Russia cannot be sure, si la Russie ne peut pas être sûre qu'une arme sera employée, elle ne sera plus tellement rassurée. Et la doctrine de l'OTAN a toujours été basée sur la dissuasion. Et bien sûr, si la Russie choisit l'escalade, eh bien, il y a une escalade et nous devons penser à l'emploi à une riposte de notre part. Le problème de nos jours, c'est que nous avons des capteurs, nous avons des moyens dans l'espace, nous pouvons voir ce qui se passe. Nous ne pouvons pas forcément savoir quelle est la destination, quel est l'objectif. Et c'est exactement ce que cherche la Russie, de faire en sorte que l'objectif de leur arsenal ne soit pas clair. Alors, je pense que nous devons être proactifs sur la défense antimissile, mais également contre l'arsenal russe. Et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Vous avez fait un très bon travail. Est-ce que vous avez des commentaires pour nous en guise de conclusion? J'ai pas de commentaire particulier. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on prenne en compte effectivement les demandes qui ont été formulées par nos collègues et qui peuvent être rajoutées au rapport. Moi, je pense vraiment que sur l'aspect financier, il faut qu'on creuse un peu le sujet parce qu'il y a encore quelques éléments qu'on pourrait mettre en avant. J'ai demandé à Ethan que notamment on fasse une conversion des roubles vers des dollars ou des euros pour que ça nous donne peut-être un élément plus concret de comparaison. Et puis qu'on essaie d'évaluer comment, parce que moi c'est un vrai questionnement pour moi, comment un pays qui a le PIB de peu près équivalent à la Belgique est en capacité d'investir autant dans son système de défense. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est très important parce qu'on est tous aujourd'hui à discuter des 2% de notre PIB à investir en matière de défense. Et aujourd'hui, la Russie, si on compare un budget équivalent, n'investit guère plus que la France et les Britanniques, hauteur d'environ 55 milliards et au final obtient des résultats qui sont évidemment sans commune mesure. Donc c'est que forcément il y a un investissement beaucoup plus important. Donc j'espère qu'on pourra creuser un peu cette question parce qu'elle donnera des explications sur aujourd'hui les conséquences que nous en avons. Voilà, en tout cas, vraiment merci beaucoup, merci Ethan, et puis j'espère qu'on aura rapidement l'occasion de se retrouver tous ensemble à Athènes. excellent. Thank you so much. Appreciate your report, Ethan. Appreciate. Merci beaucoup et merci Cédric et merci Ethan. Alors, nous passons à notre prochain rapport et c'est le deuxième projet de rapport. Je vais donner la parole à notre collègue Jean-Charles Larsonneur qui va nous parler de la paix et de la sécurité dans les Balkans occidentaux. Je peux vous dire bien sûr que cette question m'intéresse de près. Je suis là à Dayton, je vous parle de Dayton, Ohio. C'est là que les accords ont été signés et je pense que plutôt là, la discussion vient à point nommé. Merci beaucoup Jean-Charles pour votre travail et nous sommes tout oui. M'entendez-vous bien? Merci beaucoup, Monsieur le Président Turner, Mesdames et Messieurs, chers collègues parlementaires. Voilà, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui ce projet de rapport au nom de notre sous-commission sur la coopération transatlantique en matière de défense et de sécurité. Alors, il est certes regrettable que les circonstances nous contraignent à poursuivre notre travail par visioconférence, mais je ne doute pas néanmoins que notre discussion sera passionnante. Et j'en profite pour féliciter d'emblée le secrétariat de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et notamment Ethan Corbin et ses collègues, mais aussi nos interprètes, sans lesquels cette réunion serait à l'évidence moins facile. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, et ce projet de rapport, s'intitule « Les principaux défis au maintien de la paix et de la sécurité dans les Balkans occidentaux », et c'est évidemment un thème majeur pour le travail de cette commission. Alors, chers collègues, l'année 2020
a été riche en développements importants pour le maintien de la paix et de la sécurité dans les Balkans occidentaux et leur intégration dans les structures euro-atlantiques. Le 27 mars 2020, l'Alliance a accueilli la Macédoine du Nord en tant que 30e pays membre. En juillet dernier, nous avons été les témoins, grâce aux efforts renouvelés des États-Unis, bien sûr, et de l'Union européenne, d'une reprise du dialogue entre Belgrade et Pristina. Et c'est donc un pas très important vers une normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo après 20 mois d'impasse totale. Enfin, les élections législatives cet été en Macédoine, donc en Macédoine du Nord et au Monténégro par ailleurs, tout récemment, il y a quelques jours, ont montré l'ancrage de l'orientation occidentale parmi les citoyens de ces deux pays. Mais juillet dernier a également été tristement marqué par le 25e anniversaire du génocide de Srebrenica. C'est à ce jour le pire massacre connu en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, perpétré contre des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. La commémoration de ces sombres événements nous rappelle qu'il est de notre devoir de prolonger nos efforts en faveur de la paix et de la prospérité, paix et prospérité durable dans la région, et de tout faire pour empêcher de potentiels conflits ethniques ou confessionnels. Alors aujourd'hui, tous les pays des Balkans occidentaux sont soit membres de l'Union européenne, soit se préparent en vue d'adhésion. En mars 2020, le Conseil européen a décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et donc, hormis la Serbie, tous les pays de la région sont désormais membres de l'OTAN ou visent une adhésion à l'OTAN comme objectif premier. La majorité des pays de l'ex-Yougoslavie ont ainsi pris place au sein de la communauté euro-atlantique et le partenariat entre l'OTAN et l'Union européenne s'est révélé tout à fait crucial à cet égard. L'exemple le plus éloquent est sans doute la Bosnie-Herzégovine, avec l'opération européenne de stabilisation Altea, prenant la suite de l'opération similaire de l'OTAN, Concordia. L'OTAN a joué et continue à jouer un rôle important dans la stabilisation des Balkans. Les alliés contribuent, de par leur présence et leurs investissements, au maintien de la paix et d'une sécurité durable dans la région. L'engagement de l'OTAN a permis notamment de reconstruire complètement le secteur de la sécurité en Bosnie-Herzégovine. L'Alliance a servi de principale force de sécurité au Kosovo. Et plus largement, l'OTAN a contribué à transformer les secteurs de la sécurité des pays de la région qui ont depuis rejoint l'Alliance. La Serbie et l'OTAN ont par ailleurs établi un partenariat solide. Les réalisations de l'Union européenne dans la région sont elles aussi essentielles. Celle-ci a fortement investi dans la refonte des institutions étatiques de ces pays afin de renforcer l'état de droit, de bâtir des économies plus fortes, et la nouvelle méthode de l'élargissement, plus efficace et avec un engagement politique accru de toutes les parties, soutiendra mieux le processus de réforme à entreprendre avant toute adhésion à l'Union européenne. Car si des progrès notables ont été accomplis depuis la violente désintégration de la Yougoslavie dans les années 1990, certains éléments inquiétants font craindre une régression économique et politique potentielle. La stagnation économique se conjugue à la pratique de la captation de l'État, facteur majeur du démantèlement de l'État de droit. La corruption et le clientélisme retardent les processus législatifs ou juridiques indispensables. Et c'est donc un facteur clé de profondes difficultés économiques, politiques, sociales que connaît la région. C'est aussi, bien sûr, une matrice idéale pour des réseaux criminels de grande envergure, notamment en matière de trafic d'armes, de stupéfiants et d'êtres humains, avec pour corollaire le blanchiment d'argent. Et nous le savons, les Balkans occidentaux sont une porte d'entrée de tout ce type de trafic vers l'Europe. Le risque de voir l'extrémisme violent s'importer ou s'exporter persiste donc dans cette région, nourri aussi par des divisions ethniques et confessionnelles solidement ancrées et qui continuent à se répercuter sur la résolution d'enjeux nationaux et interrégionaux. Tous ces facteurs contribuent, c'est frappant, à une forte émigration, en particulier des jeunes et des personnes les mieux éduquées.
Et cette perte des forces vives, finalement, de ces pays est ressentie douloureusement par ceux qui y restent. Et j'ai pu le constater moi-même lors d'un récent séjour au Monténégro et en Serbie, à l'occasion de différentes conversations engagées avec des personnes en toutes sortes de circonstances. J'y étais il y a moins de 10 jours et j'ai posé la question vraiment dans tout milieu et dans tous endroits. Le premier sujet qui vient quand je pose la question, quel est le problème principal que vous rencontrez? Nos jeunes partent. Mon fils ou ma fille sont à Vienne, à Londres, à Paris, peut-être aux États-Unis, mais nos jeunes sont partis et sans doute ne reviendront pas. Enfin, ces pays restent vulnérables à l'influence d'acteurs extérieurs majeurs. La Russie s'efforce de saboter l'ancrage de la région dans une communauté euro-atlantique. Elle continue d'entretenir des relations étroites avec la Serbie, qui sert de principal point d'ancrage à l'influence russe dans la région. En Bosnie-Herzégovine, elle soutient les forces nationalistes serbes qui fragilisent le fonctionnement institutionnel. Et elle use par ailleurs de son influence économique, notamment en tant que fournisseur d'énergie, et cherche à promouvoir des messages anti-occidentaux par le biais de la presse locale. Les Balkans sont aussi, bien sûr, l'objet de fortes attentions chinoises, non seulement dans une perspective économique, au travers de son initiative bien connue, une ceinture, une route, mais aussi dans le secteur de la sécurité, en priorisant la mise en place d'infrastructures portuaires, ferroviaires, routières. La Chine envisage finalement les Balkans occidentaux comme un axe stratégique pour le transport de produits chinois vers le nord de l'Europe. Et par l'entremise du format de coopération 17+1, elle cherche à étendre son influence dans toute l'Europe centrale et orientale. Là aussi, très frappant, il y a moins de 10 jours, je me trouvais sur une autoroute qui traverse la Serbie du nord au sud et qui a été construite il y a 2 ans et mise en service il y a à peu près 2 ans par Shandong Highways. C'est très très frappant et l'infrastructure routière la plus moderne du pays est chinoise. Je note par ailleurs que Belgrade est largement surveillée par un système de caméras de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale de Huawei. Alors l'impact économique, sanitaire, social de la crise du Covid-19 dans les Balkans occidentaux reste évidemment encore à évaluer pleinement, mais bon, il est clair que là où l'appareil d'État présente des vulnérabilités et où le virus est parvenu à s'implanter, les ravages sur des systèmes de santé sous-financés ont été grands et c'est particulièrement vrai en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Des répercussions politiques de la pandémie se sont également fait ressentir, comme en Serbie, où les manifestations violentes ont éclaté suite au rétablissement de la 2e phase de confinement, après les élections tenues en juin dernier. Et au Kosovo, la crise a fait chuter le gouvernement du Premier ministre Albin Kurti. La situation non résolue entre la Serbie d'une part et le Kosovo d'autre part demeure un facteur de déstabilisation pour les Balkans occidentaux dans leur ensemble et représente à ce titre un enjeu de sécurité pour l'ensemble de la communauté euro-atlantique. Elle retarde l'indispensable développement économique et ralentit les progrès politiques. Il est donc encourageant de voir que le pragmatisme avec lequel le Kosovo et la Serbie ont engagé la lutte contre le coronavirus de part et d'autre de la frontière s'est doublé d'autres gestes particulièrement utiles. La suspension de la taxe imposée au Kosovo sur les biens provenant de Serbie, ainsi que de Bosnie-Herzégovine, et le principe acté de liaison aérienne directe à l'initiative des États-Unis entre les 2 pays, entre les 2 régions. Donc la reprise de pourparlers directs entre Belgrade et Pristina en juillet, avec la médiation de l'Union européenne cette fois, à la suite des démarches que la France et l'Allemagne ont engagées, ensemble, a permis aussi des développements positifs. Car face à ces défis majeurs que nous venons d'évoquer brièvement, les Alliés ont répondu présent. Lors du sommet sur les Balkans occidentaux le 6 mai dernier, l'Union européenne a notamment mobilisé plus de 3,3 milliards d'euros pour combler les besoins sanitaires immédiats et pour soutenir le redressement social et économique de la région. Les Alliés ont aussi apporté leur soutien d'une manière bilatérale. La France, par exemple, a présenté à la mi-2019 une nouvelle stratégie pour les Balkans occidentaux qui cible le développement économique et social, la sécurité, la justice et la défense, ainsi que le renforcement de l'état de droit.
Les États-Unis, pour leur part, continuent d'investir dans la région sur le plan économique, politique, sécuritaire. Autre exemple, la feuille de route en vue d'un contrôle global des armes de petit calibre comprend un plan de mise en œuvre de 16 millions d'euros, dont près de la moitié apporté par l'Allemagne. Toutefois, à l'occasion de la pandémie liée au coronavirus, d'importantes campagnes de désinformation et contre-initiatives en provenance de la Russie et de la Chine sont venues brouiller ce message de solidarité qui était venu de la communauté euro-atlantique. Et donc, face aux enjeux que présentent les Balkans occidentaux, les Alliés doivent, me semble-t-il, en faire plus. Le seul moyen qui permettra à l'Alliance de progresser vers son objectif d'ancrer une paix et une stabilité durable dans la région est de passer par une approche coordonnée et harmonisée. Et c'est en effet la concordance des visions de l'OTAN et de l'Union européenne qui a permis par le passé, lointain et récent, de trouver les solutions nécessaires dans cette région. Le socle sur lequel appuyer un renforcement des engagements des Alliés et de l'OTAN, ce sont bien les valeurs communes qui nous guident dans nos actions et qui doivent aussi former le socle de nos relations avec ces pays partenaires. Le traité de Washington nous engage à œuvrer à la construction d'un espace euro-atlantique qui promeut démocratie, état de droit, droits humains, échange libre des idées, des personnes, des biens. Il s'agit là de valeurs qui nous définissent et que tous les pays aspirants devront s'efforcer de satisfaire. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN a toujours travaillé main dans la main avec les partenaires de la région. Il est essentiel de poursuivre ensemble ce travail afin de renforcer les capacités économiques, sociales, sécuritaires de la région, fondamentales bien sûr pour contribuer à construire un meilleur avenir pour tous les citoyens de cette région. Voilà, je vous remercie. Jean-Charles, thank you so much. That was very thoughtful. Jean-Charles, merci beaucoup. C'est un excellent rapport et un excellent exposé. Et ceci mérite toute notre attention. J'ai toujours dit ici qu'après les accords de Dayton, c'est comme si on avait coché la case. Et on s'est dit, allez, on a fait ce qu'il fallait faire et on part ailleurs. Non, ceci doit rester notre point focal d'attention. Et vous avez très bien décrit ce que nous pourrions et que nous devons faire. Ethan, qu'est-ce qu'il a comme intervention et question vis-à-vis de Jean-Charles? On va les grouper, si vous voulez bien. Voilà. Yes, sir. The first question is from Azerbaijan, Ziafat Askarov. Azerbaïdjan, Ziad Askarov. À vous. Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer de l'Azerbaïdjan. Et je regrette vivement le fait que nous ne puissions pas nous voir de façon présentielle, mais je suis sûr que nous allons pouvoir nous voir en Athènes. COVID-19 in the report of the rapporteurs. Donc, j'aimerais partager mon point de vue concernant ces points et ultérieurement, je vais poser ma question. Et j'aimerais également évoquer qu'au mois de juillet de cette année, 120 membres du mouvement des non-alignés ont appuyé l'initiative faite par le président de la République de l'Azerbaïdjan afin d'organiser une conférence en ligne des non-alignés
appel a également eu lieu entre le président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, et le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. M. Guterres a appuyé l'initiative qui a été proposée par l'Azerbaïdjan, à savoir l'organisation d'une séance spéciale des Nations Unies. Cette séance spéciale a démarré en juillet. « 130 pays ont appuyé l'initiative de l'Azerbaïdjan, dont 25 pays européens. Et d'ailleurs, à titre d'information, à ce stade, l'Azerbaïdjan a contribué 10 millions de dollars à l'OMS. L'Azerbaïdjan a également fourni un appui financier à plus d'une trentaine de pays. Et donc, voici ma question, monsieur le rapporteur. Pensez-vous que cette question de l'organisation d'une séance exceptionnelle de l'Assemblée générale des Nations Unies peut être évoquée dans votre rapport et que l'Assemblée parlementaire de l'OTAN vous appuiera? Qu'en pensez-vous? Et merci beaucoup. Et merci à vous. La prochaine question vient de Turquie. Il s'agit de M. Kamil Adin. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Monsieur le Président Turner, Jean-Charles, Ethan. J'espère et je suis convaincu que vous allez bien malgré la Covid et vous envoie tous mes bons sentiments de la Turquie. Je voudrais commencer en rappelant que l'une des phrases de l'OTAN qui m'ont beaucoup frappé depuis que j'ai rejoint l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, c'est que c'est un pour tous et tous pour un. C'est quelque chose qui va au cœur de l'Alliance. Et pour moi, il serait tout à fait pertinent de réfléchir aux Balkans dans ce cadre. Et je dis cela à M. Larsonneur. Il serait peut-être utile de prendre les Balkans dans leur ensemble plutôt que de les répartir d'un point de vue géographique ou de réfléchir aux Balkans occidentaux, orientaux, méridionaux. Il pourrait ainsi devenir clair que, enfin, on pourrait avoir l'impression que certaines parties des Balkans méritent d'être défendues et d'autres pas, ou ne nous intéressent et d'autres pas. Mais je pense qu'il est important de les prendre dans leur ensemble, puisque certaines parties sont égales, mais d'autres sont plus égales que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en quelque sorte, je pense que cela desservira la cause des alliés. En tant que membre de l'Assemblée parlementaire et de la délégation turque à l'Assemblée, je trouve que cette approche pourrait affaiblir la solidarité, l'unité et l'intégrité de l'Alliance. Cela étant dit, je voudrais plus spécifiquement faire un petit commentaire concernant le rapport. Bien entendu, nous saluons ce projet de rapport sur les principaux défis en matière de la paix et de la sécurité dans les Balkans occidentaux. Mais nous avons aussi quelques propositions textuelles pour le rapport. Et auparavant, remarque
d'ordre général, j'estime que la référence aux Balkans occidentaux va à l'encontre de l'approche géographique ainsi que des faits historiques et économiques de la région. Par ailleurs, c'est souvent aussi utilisé pour exclure le reste de la région, ce qui sape les principes d'inclusivité et d'autres. Nous n'avons pas besoin de distinctions artificielles qui nous rappellent des pratiques d'avant la guerre froide. Et donc, c'est dans ce cadre que nous voudrions rappeler dans nos commentaires que les Balkans sont une région indivisible avec une histoire partagée, des préoccupations partagées et qui nécessite une approche coordonnée par les pays de la région. Et donc, je pense que mon ami Jean-Charles pourrait peut-être prendre en compte ces commentaires. Et je suis convaincu qu'il fera de son mieux. Et voilà, j'aurai aussi des propositions textuelles que je communiquerai dans les phases ultérieures du rapport. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Une question maintenant de Chris Peters, eurodéputé. Bonjour, merci. Toutes mes félicitations au rapporteur pour ce rapport d'une grande importance. J'ai quelques petits commentaires, mais en tant que chef de la délégation du Parlement européen, je sais que la France et l'Allemagne savent que les Balkans sont très importants. Et donc, quand on se penche sur le projet de rapport, il est aussi intéressant de voir les réactions d'autres pays de l'Union européenne. Il faut notamment réfléchir à la modification de quelques parties du paragraphe 18 qui dit que le processus d'adhésion et que les réformes au processus d'adhésion lancées par la France, en fait, je ne pense pas que la France ait été seule à lancer ce processus de réforme. Après tout, c'est le Conseil de l'Union européenne qui est responsable de ces modifications. Par ailleurs, quand on regarde le paragraphe 28, on y trouve également, une fois de plus, que la France et l'Allemagne sont cités. Et certes, ces deux pays sont importants, mais cette première phrase qui dit que la France a proposé de diriger le peloton avec l'Allemagne, je ne pense pas qu'il était seul. Et enfin, dans le paragraphe 81, il est très important de souligner que la France est en train de réinvestir dans la région. Certes, vous évoquez que d'autres alliés le font aussi, mais je pense qu'il est important aussi de signaler que l'Union européenne et les capitales, pas forcément de l'Alliance, mais de l'Union européenne, le font aussi. Bien entendu, la France et l'Allemagne sont des pays importants, mais je pense qu'il faudrait aussi prendre en compte les actions et les mesures prises par d'autres pays de l'Union européenne. Et donc, pour cela, peut-être d'être un peu plus précis sur ces trois paragraphes. Merci beaucoup. Il reste une question, non, encore deux. Donc, l'avant-dernière question d'Ahmet Yildiz, de Turquie. Oui, donc, encore bonjour. Les Balkans sont importants pour l'Europe, pour l'OTAN, pour toute la région. S'il est vrai que la communauté internationale est aujourd'hui en train de se concentrer sur d'autres zones, des zones difficiles, il ne faut pas perdre de vue les Balkans. J'ai quelques commentaires qui sont fondés sur mon expérience en tant qu'ambassadeur turc à Sarajevo.
ainsi qu'en tant qu'ambassadeur point de contact de l'OTAN pendant 3 ans sur place. Grâce à cette expérience, j'ai une très forte connaissance de ce qu'on y fait, autant l'OTAN que l'UE, parce que j'ai été le représentant du turc au Conseil de mise en œuvre de la paix. L'UE est représentée, les États-Unis aussi. C'est un organisme assez unique et qui est en quelque sorte à double casquette, puisqu'il n'appartient autant à l'OTAN qu'à l'UE, et qui en principe peut tout faire pour protéger la situation en Bosnie-Herzégovine. Et donc, j'aimerais dire que nous avons constaté les mêmes choses aux Balkans qu'ailleurs. Enfin, nous travaillons dans le même objectif dans les Balkans. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais dans les Balkans, je pense que nous avons tous le même objectif, une intégration réussie de la région et de ces pays. En Bosnie-Herzégovine, il y a eu le système de Dayton qui a fait qu'il était difficile de mettre en œuvre des réformes. Dans le cadre du Conseil de mise en œuvre de la paix et sur le terrain, nous avons bien réussi à lutter contre l'influence russe, malgré des difficultés présentées par le système Dayton. Et c'était également le cas sur le terrain par rapport aux tentatives de séparatistes par la République Srpska. C'est également le cas au Kosovo. Nous travaillons très bien. Malheureusement, c'est moins le cas. Enfin, on le voit moins dans le rapport. Le rapport ne reflète pas le travail en commun. Il privilégie les contributions des membres de l'Union européenne, en particulier, et de l'Union européenne plus généralement. Nous allons envoyer des commentaires écrits au rapporteur pour essayer de prendre cela en compte. Mais je voudrais malgré tout donner un exemple. Si la Turquie, certes, n'est pas membre de l'Union européenne, le principal contributeur à l'opération de maintien de la paix en Bosnie est la Turquie. La Turquie appuie un grand nombre de projets pour améliorer la sécurité, non seulement en Bosnie-Herzégovine, mais aussi en Albanie et à travers la région. Je voudrais donc que le projet de rapport évoque aussi les attentes albanaises et monténégrines et les espoirs de ces deux pays par rapport à l'adhésion à l'UE. Je pense qu'il faut que le rapport prenne en compte mieux les objectifs communs et les mesures communes à l'OTAN. Voilà, merci beaucoup et je serai ravi d'entendre les réactions du rapporteur ou du président. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yildiz. Une dernière question de Monsieur Utku Kakirözer, également de la Turquie. À vous la parole. Merci beaucoup, Ethan. Et merci, Monsieur Larsonneur, pour ce rapport. J'aimerais également appuyer les commentaires de mes deux collègues turcs, ainsi que ceux de M. Chris Peters du Parlement européen, concernant le paragraphe 18, paragraphe 81, qui identifie les stratégies nationales de seuls quelques alliés dans un document d'une organisation de l'OTAN. Je ne pense pas que cela puisse être satisfaisant, à moins qu'on évoque également les stratégies nationales de chacun des alliés, comme M. Yildiz l'a dit. J'aimerais également souligner, comme cela a été dit, que ne serait-ce que dans le cadre de la lutte contre la Covid et la pandémie, la Turquie a agi pour aider 10 pays Balkans. Et je suis convaincu qu'un grand nombre de pays alliés l'ont également fait et font tout leur possible pour contribuer au développement de la région. Et par ailleurs, je sais que ce sera peut-être répétitif, mais
Mais j'estime qu'il est aussi inquiétant de parler de cette zone géographique en la découpant, en parlant des Balkans occidentaux par rapport au reste. Je trouve que ce n'est pas très utile pour l'Alliance et pour nos objectifs. Et ce n'est pas très utile non plus par rapport aux valeurs occidentales. Je pense également que le rapport devrait souligner d'autres aspects. Peut-être que dans le processus de mise à jour, nous pourrions prendre en compte les processus de coopération sud et sud-est. Nous pourrions également parler des relations entre l'OTAN et entre la Turquie en particulier et les Balkans, puisqu'il y a une longue histoire. Il y a des millions de citoyens turcs qui sont issus des Balkans, qui ont des racines dans les Balkans. Et un grand nombre de Turcs, enfin des communautés turques, vivent dans la région. Donc la Turquie a de fortes attaches historiques et géographiques et peut contribuer à améliorer les relations entre l'Alliance et les Balkans. Très bien, merci. Merci à tous et toutes pour vos commentaires. Comme je le disais, c'est un débat important pour nous, car c'est une zone qui peut voir naître des conflits, et donc il faut que l'on fasse tout pour éviter ce genre de conflit. J'aimerais par ailleurs appuyer le rapport du rapporteur tel qu'il est. Avant de vous rendre la parole, Jean-Charles, j'aimerais parler brièvement moi-même. Il y a eu la désintégration de la Yougoslavie, et depuis, l'OTAN a énormément réalisé. En tant qu'alliés, nous avons des relations bilatérales, nous avons des relations entre l'OTAN, certains d'entre vous ont des relations à travers l'UE, et nous nous réunissons dans beaucoup de configurations différentes. Mais quand on regarde la désintégration de la Yougoslavie, l'OTAN a des acquis majeurs. Actuellement, nous avons la Croatie, l'ex-Macédoine, l'Albanie qui sont membres. Et le Monténégro. Et il y a aussi eu un plan d'action de 2010 pour l'adhésion. Le Kosovo est suivi de près. La Serbie a clairement communiqué qu'actuellement, l'adhésion à l'OTAN ne les intéresse pas, mais se tourne malgré tout vers une intégration au sein de l'Union européenne. Donc quand on prend en compte les différents problèmes, on ne peut simplement étudier la zone en tant qu'ensemble. Nous avons eu beaucoup de réussite avec certains pays, l'ex-Macédoine, le Monténégro, l'Albanie, la Croatie, qui ont réussi leur transition. Et donc, sur ce, Jean-Charles, merci pour votre rapport et nous nous réjouissons de la prochaine version. Turner, merci à tous pour vos questions. Je me propose donc de répondre dans l'ordre à vos questions. Et peut-être, si le président Turner souhaite compléter pour une note finale, car c'est un fin connaisseur de ces sujets, je lui laisserai la parole pour conclure et compléter. Alors, première question de notre collègue Azeri. Commentaires et questions, largement commentaires d'ailleurs sur l'initiative de l'Azerbaïdjan menée à l'ONU sur le Covid-19 avec des pays non alignés qui ont été mentionnés. Je remercie beaucoup notre collègue pour cette précision, d'avoir souligné aussi tous les efforts de l'Azerbaïdjan dans la lutte contre la pandémie et en particulier les 10 millions qui ont été distribués via l'OMS, vous l'avez dit. Simplement, alors ce rapport s'est focalisé évidemment sur l'impact du Covid, autant que nous le connaissions au moment de la rédaction, dans les différents pays. Il est vraiment fort, il est important, j'ai pu m'en rendre compte par moi-même en m'y rendant une dizaine de jours. Prenez un petit pays comme le Monténégro, 600 000 habitants ou un peu plus, 25% du PIB, c'est le tourisme. Tourisme aujourd'hui, proche de zéro. Bon. Donc, je me suis intéressé plutôt aux conséquences économiques, si vous voulez, et à leurs répercussions sécuritaires et politiques dans ces pays,
plutôt qu'à l'ensemble des initiatives internationales qui ont été menées dans la région. Alors, je suis preneur évidemment de vos formulations, de propositions. Il me semble néanmoins que peut-être, et je me tourne là vers l'administration et vers Ethan, que cela pourrait faire l'objet d'un rapport spécifique sur le Covid. Voilà. Je soumets cette idée au secrétariat qui en jugera. Voilà, donc merci beaucoup pour ces commentaires. Et donc, pourquoi pas un rapport plus spécifique sur les initiatives des alliés en matière de Covid. Et si vous souhaitez effectivement en dire plus sur l'Azerbaïdjan et la région dans le cadre du Covid, vos propositions sont les bienvenues. Aux réponses de nos 3 collègues turcs, et je commence par la première, cher Kamil Aydin, d'abord une remarque qui a été partagée par vos collègues sur, au fond, les limites géographiques qui comportent, qui ont balisé ce travail de rapport. Oui, le président Turner en a dit un mot. D'abord, les Balkans occidentaux, c'est une dénomination, je dirais, traditionnelle, recouvrant l'ex-Yougoslavie, tant pour l'UE que pour l'OTAN, que pour la plupart des pays dans leur diplomatie habituelle. Alors évidemment, vous avez raison de souligner que si on veut comprendre un tant soit peu l'histoire et les mouvements profonds de cette région, il faut élargir la focale, c'est évident. Et d'ailleurs, on ne peut comprendre l'histoire des Balkans occidentaux sans s'intéresser à la Grèce, à la Roumanie, à la Bulgarie, à la Turquie évidemment. Et donc, évidemment qu'il faut porter un regard plus large. Sur les limites du rapport, il me semble répondre tout simplement à un regard classique, je dirais, sur l'évolution de ces pays dans le contexte post-yougoslave, voilà, tout simplement. Alors, évidemment, si vous souhaitez des ajouts liés à la Turquie dans la région, je suis bien sûr preneur. Je note que plusieurs de vos collègues soulignaient d'ailleurs en ligne avec les remarques de Chris Peters du Parlement européen que l'accent ou la focale était trop mise, peut-être sur l'initiative des uns ou des autres, États-Unis, France, Allemagne, par rapport à d'autres membres du Conseil ou à d'autres membres hors de l'UE, pour le cas de la Turquie. En fait, c'est le but de l'exercice, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, bien évidemment, ce travail est un draft, un projet qui a vocation à être complété. J'ai pu mettre l'accent sur les faits les plus saillants ou les faits que je connaissais le mieux en tant que vu de ma position. Mais bien évidemment, ce rapport est ouvert et donc totalement ouvert à vos propositions que nous soumettrons au secrétariat. Et donc, je vous remercie par avance de pouvoir nous les transmettre pour complément. Ça rejoint, je crois, la question posée par M. Peters, mettant l'accent sur le fait que la France, l'Allemagne étaient souvent citées, paragraphe 18, que le problème se retrouve également dans d'autres paragraphes, et notamment au paragraphe 81. Même remarque, hein, je vous invite vraiment à nous faire part de vos formulations, mettant en avant peut-être davantage le rôle du Conseil et d'autres pays membres, très volontiers. Donc, à votre écoute pour des suggestions. La remarque de notre collègue turc Ahmet Yildiz, là aussi sur les frontières, je n'y reviens pas, mais aussi sur la contribution de la Turquie à Altea. Bon, toute remarque, alors évidemment la focale n'est pas forcément sur Altea, et évidemment c'était très très bref, hein, je m'en excuse, ce rapport est un rapport au temps, et Altea évidemment est un point, un paragraphe ou quelques paragraphes est mentionné brièvement. Bon, si vous souhaitez que une contribution soit faite et soit examinée, c'est bien sûr très volontiers. Voilà. Et ensuite, oui, même remarque de notre collègue Outkou que je salue. Donc sur le périmètre du rapport, c'est dit, j'ai tout dit, je crois, et vos contributions, notamment en paragraphe 81, sont les bienvenues. Voilà, merci beaucoup. Je me tourne vers le président Turner. Merci Jean-Charles, merci beaucoup pour ces réponses tellement réfléchies. Vous avez bien raison, le rapport est ouvert et merci de l'avoir rappelé. Tous ceux qui auraient des préoccupations, les éléments à soulever seront bien sûr les bienvenus.
et il faut en saisir Jean-Charles, que je remercie en passant pour son dur travail comme rapporteur. Maintenant, nous allons nous en venir à d'autres affaires, aux questions diverses. On n'a pas de questions diverses pré-notifiées. Je donne la parole à tous l'espace d'une seconde pour voir s'il y a quelque chose à soulever à ce stade. Une fois encore, nous sommes dans une période où tout le monde est en pleine courbe d'apprentissage et contactez Ethan régulièrement pour qu'il puisse vous aider vos délégations, aider tous ceux qui sont membres actifs. On a besoin de vos contributions. La date de la prochaine réunion est prévue pour les 21-22 novembre pour la session annuelle à Athènes. Nos hôtes grecs, le secrétariat de l'OTAN et la commission permanente contrôlent la chose très près et vous notifieront tout changement. J'espère et je prie que l'on pourra tous se voir sur place ou bien par visioconférence s'il le faut. Vous savez qu'à la Chambre, nous avons un système hybride où il y a des personnes aux États-Unis qui sont présentes et d'autres non. Mais en tout cas, je suis impatient de participer avec vous. Après tous ces bons débats, la réunion se termine. La commission défense sécurité est très important que chacun participe. Et merci à ceux qui ont écouté, ceux qui ont pris la parole dans ce monde virtuel de la commission. J'aimerais remercier Ethan Corbin, Stéphane Sachs, JD, pour tout le travail qu'ils ont fait pour nous aider et nous permettre de réunir ainsi. La technologie est étonnante, on est partout dans le monde et on peut se voir. Et merci. Je remercie également la contribution de tous les secrétariats et il me tarde de recevoir les notes de la réunion. On peut tous être fiers de ce qu'on a accompli. À bientôt et la séance est levée. Merci. Merci Jean-Charles. Merci.